Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet dont on a tous entendu parler et dont on ne sait pas forcément quoi penser. Il s'agit de la castration chimique. J'en parle parce que ça a été vite fait abordé dans mon cours de psychiatrie criminelle et j'ai eu envie de creuser le sujet par intérêt personnel et parce que dans la période actuelle où on parle régulièrement des viols, de MeToo inceste, etc., je trouve que c'est important de débattre de cette question de la castration chimique. Tout d'abord, on arrête tout de suite d'appeler ça la castration chimique, parce que ça n'a pas grand-chose finalement à voir, vous allez le voir, avec une castration chirurgicale. On va plutôt parler d'un traitement inhibiteur de la libido, c'est-à-dire que c'est un traitement qui réduit la libido, ou encore d'un traitement anti-androgène. Les androgènes, vous savez, c'est les hormones sexuelles dites mâles, donc en grande partie la testostérone, même si son action est liée à d'autres types d'hormones. Donc qui est-ce que ça concerne, cette histoire de castration chimique ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit de patients volontaires. En France, on n'oblige personne à procéder à ce traitement anti-androgène. Ça va concerner des personnes qui ont commis des infractions à caractère sexuel, que ce soit donc des délits comme les agressions sexuelles ou des crimes comme les viols. Et puis, on ne peut pas parler de cette question sans faire un petit détour par la notion de paraphilie et de troubles paraphiliques. Alors, c'est un peu compliqué, les troubles paraphiliques. Les paraphilies, c'est ce qu'on appelait jusqu'à la 3e version du DSM, les perversions sexuelles. À présent, on appelle ça des paraphilies, et puis vous allez le voir, dans certains cas, on parle d'un trouble paraphilique. La définition des paraphilies, selon le livre diagnostic des maladies mentales, ce sont des comportements intenses et récurrents, sexuellement fantaisistes, des grandes envies sexuelles impliquant généralement des objets inanimés, de la souffrance ou l'humiliation de soi ou d'un partenaire, des enfants ou d'autres personnes non consentantes. Ces paraphilies, qui sont donc descriptives à la base d'une préférence sexuelle, vont devenir un trouble paraphilique sous 2 conditions. La première condition, c'est que cela dure depuis au moins 6 mois. C'est une condition de temps comme il y en a souvent dans le DSM. Et le critère B, c'est le plus important, la deuxième condition, c'est que ces comportements ou ces envies occasionnent chez le sujet une souffrance ou une détresse sociale, d'occupation, ou que ça affecte le fonctionnement de la personne dans son quotidien. Donc on a une liste de paraphilies, l'exhibitionnisme, le fétichisme sexuel, le frotterisme, la pédophilie, le masochisme sexuel, le sadisme sexuel, le travestissement fétichiste, et le voyeurisme. Et puis enfin, il y a d'autres paraphilies non spécifiées qui peuvent inclure notamment la nécrophilie, la zoophilie et d'autres joyeusetés. Donc tout d'abord, ce qui peut nous marquer, c'est que là, on a affaire à une sorte de patchwork assez étrange entre des comportements qui sont clairement d'office des comportements réprimés par la loi et qui impliquent de porter atteinte à l'intégrité d'autrui, comme par exemple le frotterisme ou la pédophilie, tout simplement parce que les personnes impliquées ne sont pas consentantes. Et puis on a d'autres préférences sexuelles qui sont plutôt des préférences dites déviantes, qui ont plutôt pour caractéristique d'être mal vues par la société, et donc on voit tout de suite en quoi ça peut être un problème pour la personne, dans son quotidien, d'avoir des préférences qui sont tabous. Dans le cas de l'exhibitionnisme, ou du sadisme ou du masochisme, c'est un petit peu particulier parce que on peut finalement pratiquer cela de façon dans un cadre où le consentement de toutes les personnes impliquées est recueilli, où le cadre est fixé, qu'on a des limites, etc. Donc, a priori, il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter. Par exemple, il y a des personnes qui font des spectacles de burlesque, bénévolement, gratuitement, parce que juste ça les fait kiffer de se mettre à poil. Mais forcément, le sadisme sexuel, si ça n'est pas fait avec précaution et avec le consentement éclairé de toutes les personnes impliquées, bien sûr, ça peut facilement dégénérer en une infraction à caractère sexuel. Donc pour revenir un petit peu au contexte dans lequel les traitements inhibiteurs de libido sont prescrits, il faut savoir que depuis 1998, le droit pénal français a inclut dans son fonctionnement la notion d'injonction de soins et d'obligation de soins. L'obligation de soins, elle peut remplacer un emprisonnement et elle peut être instaurée dans le cadre par exemple du port d'un bracelet électronique pour une personne ayant commis une infraction. L'injonction de soins, elle peut avoir lieu à la sortie de prison par exemple,
Et puis, dans les deux cas, de toute façon, ce qui est important de retenir, c'est l'idée que le droit français, l'État, impose au sujet de suivre un traitement. Un traitement qui peut être d'ailleurs pas du tout médicamenteux, hein, qui peut se faire dans l'hôpital psychiatrique avec une obligation d'un séjour à l'hôpital psychiatrique, ou qui peut se faire dans un cabinet privé de ville, de la façon, avec des modalités davantage choisies par la personne. Ces injonctions de soins, elles sont systématiques dans le cas de certaines infractions à caractère sexuel. Et elles sont prescrites, entre guillemets, lors ou suite à des expertises médicales qui sont faites par des psychiatres et ou des psychologues. Donc avant de parler plus précisément de ce que recouvre cette notion de castration chimique que l'on connaît tous, on fait un petit détour à nouveau par les antidépresseurs. Parce qu'il faut savoir que quand on parle d'un traitement autre qu'une thérapie simplement basée sur la parole pour des personnes qui ont commis une infraction sexuelle ou qui souffrent tout simplement en fait de leur fantasme et de leur comportement sexuel et qui donc sollicitent un traitement inhibiteur de libido, et bien souvent on prescrit des inhibiteurs de recapture de la sérotonine, dont on a déjà parlé, et qui sont la forme la plus courante d'antidépresseurs, on va dire, pour résumer grossièrement au niveau. Et il y a plein d'arguments à ça. Tout d'abord, ces antidépresseurs vont souvent déjà en eux-mêmes réduire la libido et réduire les pensées à caractère sexuel. On dit qu'ils inhibent la motivation sexuelle et puis qu'ils inhibent la testostérone par des mécanismes qui sont pas encore forcément tout à fait identifiés, mais qu'on a constatés empiriquement. Et puis ils ont aussi d'autres avantages qui sont qu'ils améliorent la résilience émotionnelle, le contrôle de l'impulsivité, qu'ils améliorent l'humeur, qu'ils peuvent réduire des troubles obsessionnels compulsifs, et ces troubles obsessionnels compulsifs en question peuvent aussi prendre la forme de pensées répétitives en lien avec la paraphilie ou l'envie de commettre une infraction sexuelle. Et puis accessoirement, ils améliorent un éventuel comportement antisocial qui lui aussi peut être à l'origine des passages à l'acte. Une étude datant de 1995 nous montre qu'a priori, non seulement ces traitements sont mieux acceptés et ont une meilleure observance de la part des patients. Une meilleure observance, ça veut dire tout simplement que les gens sont plus disposés à prendre leur traitement à la bonne dose, régulièrement et pendant une grande période. Et puis que par ailleurs, ils sont peut-être même encore plus efficaces que les traitements inhibiteurs de la libido. Malheureusement, on manque encore d'une grande étude randomisée, faite dans les règles de l'art, avec un groupe contrôle, etc., pour asseoir officiellement cette efficacité des antidépresseurs dans le cadre du traitement des troubles paraphiliques, et puis des infractions, et puis de la délinquance sexuelle. Maintenant, on arrive dans le vif du sujet, c'est-à-dire les traitements anti-androgènes ou les traitements inhibiteurs de la libido. Pour rappel, ils sont prescrits uniquement avec le consentement éclairé de la personne en question et après la puberté parce que, comme vous allez le voir, ils ont souvent beaucoup d'effets secondaires et qui peuvent notamment entraver la croissance osseuse. Il y a 2 mécanismes identifiés à ces traitements. Le premier a pour but de venir perturber l'absorption de la testostérone par ces sites récepteurs. Le nom de ces molécules-là, c'est les ACP, et le médicament associé, c'est l'Androcur. Et le deuxième mécanisme, c'est tout simplement de réduire fortement la sécrétion de la testostérone. Et là, les molécules, c'est les analogues de la GnRH, et il y a 3 types de médicaments, la triptoréline, la leuproréline et la goséréline. Et puis de toute façon, le but ultime visé par ces 2 mécanismes différents, dans tous les cas, c'est de réduire la libido, par le fait de diminuer de façon réversible les taux de testostérone produits par le corps. Il y a une 3e méthode, c'est la prescription d'œstrogènes. Donc les œstrogènes, c'est plutôt des hormones dites femelles, mais de nos jours, on l'utilise plus, parce que dans un corps qui produit naturellement beaucoup de testostérone, en fait, ça crée des interactions qui produisent des effets secondaires vraiment graves, donc on les utilise plus. Premier médicament, donc première technique sur les 2, l'Androcur. L'Androcur a beaucoup de contre-indications. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, de par leur état de santé ou leur état physique, seront hors critères pour recevoir ce médicament. Il s'agit d'un stéroïde synthétique qui bloque l'absorption intracellulaire de la testostérone dans le métabolisme. Elle a aussi une action antigonadotrope, ça veut dire tout simplement qu'elle empêche les testicules de produire davantage de testostérone. Et elle se prend par voie orale, c'est-à-dire sous forme de comprimé, et est prescrite par n'importe quel médecin. Il faut savoir qu'on ne peut pas vérifier par une prise de sang si la personne prend bien son traitement, parce que tout simplement, dans le sang, dans le plasma, le taux de testostérone ne diminue pas de façon visible. Ça se passe ailleurs.
Et pour ce médicament, malheureusement, il y a des risques d'effets secondaires graves, surtout que dans ce cas-là, ils doivent être pris en grande quantité, comme des thromboses, ainsi qu'un risque de méningiome. Donc ce médicament, on peut en prendre pendant plusieurs années. La question se pose d'ailleurs même de savoir si on les prend à vie ou non, parce qu'il faut savoir qu'après plusieurs mois d'arrêt du traitement, tout est réversible, tout revient à l'état normal du corps, et du coup, en fait, l'effet se termine. Et on a pu constater dans certaines études que, avec la fin de ces effets, si une thérapie autre n'a pas été efficace, et bien tout simplement, on revient aussi à l'état habituel des fantasmes et des comportements observés auparavant. Donc il y a quelques études qui montrent que les taux de récidive baissent quand même, mais ça reste pas suffisant comme étude parce que forcément on se doute qu'il faut suivre des personnes sur un grand nombre d'années, et puis qu'il y a forcément une différence entre les taux de récidive observés et les taux de récidive réels. Du coup maintenant on passe au deuxième type de molécules, les analogues de la GnRH. Donc là c'est un petit peu compliqué. L'administration continue de ce type de molécule permet d'obtenir une désensibilisation rapide des récepteurs de la GnRH, donc qui est une hormone sexuelle, qui cause elle-même une réduction de l'hormone LH, ce qui cause une réduction ensuite de la testostérone, et ce à des niveaux équivalents à une castration chirurgicale, en un laps de temps qui va de 2 à 4 semaines. Pour le coup, cette molécule-là, on la prend par injection intramusculaire, en version retard ou non. Donc vous savez, les injections retard, c'est des injections qu'on se fait une fois et qui durent tout le mois ou qui durent plusieurs mois ou même parfois 6 mois. On a des effets secondaires à nouveau un petit peu chiants. La déminéralisation osseuse dans le cas d'une personne sur 10, des symptômes dépressifs, 2 patients sur 10, et de la prise de poids pour un tiers des patients. Du fait qu'on peut faire une injection qui dure pendant plusieurs mois, on a une meilleure observance, c'est-à-dire que les personnes sont couvertes par le traitement de façon plus régulière et donc plus efficace. Et justement, comment on vérifie l'efficacité ? Il y a 2 façons de le faire. Déjà, il y a l'efficacité auto-déclarée, c'est-à-dire que la personne va nous dire tout simplement, voilà, mes fantasmes ont diminué, mes envies de faire ci ou ça ont diminué. Mais bon, on se doute bien que forcément, c'est un petit peu subjectif, et puis ça se base sur ce que la personne veut bien nous dire au fond. Et puis, on peut aussi procéder à des tests, c'est-à-dire faire passer des questionnaires aux gens, et puis évaluer ensuite donc un petit peu plus indirectement les effets de ce traitement. Et puis, enfin, tous les tests qui relèvent plutôt du niveau physiologique. Donc là, il y a un truc assez bizarre qui s'appelle la plétismographie, et qui va être une mesure de l'érection. Donc là concrètement, on va dire des scénarios à la personne, où on va lui montrer des images, et puis on va observer tout simplement si son corps réagit avec de l'excitation physique. Sauf qu'en fait, c'est un petit peu controversé, parce que déjà c'est un petit peu bizarre comme pratique, et puis en plus, l'érection, ça veut pas forcément dire qu'il y a un intérêt au niveau intellectuel, et puis ça veut pas forcément dire grand chose au final d'après ce qu'on sait. On peut aussi mettre les gens dans un IRM et puis voir pareil avec des stimuli différents, soit visuels, soit auditifs, et puis voir en fait ce qui se passe dans leur cerveau au niveau des réactions, et puis ensuite en tirer des interprétations. Et puis il y a un dernier truc aussi, c'est la mesure de la poursuite oculaire, c'est-à-dire que on va procéder à de l'eye tracking, on va mettre la personne face à un écran, sur l'écran il y a un petit détecteur qui regarde ce que la personne regarde justement, et puis du coup on va pouvoir a priori en tirer des conclusions, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'études sur ce sujet, et puis ça semble un petit peu controversé aussi. En termes de chiffres, il y a une étude vraiment importante qui est en cours en ce moment, et qui porte sur 343 sujets délinquants sexuels avec paraphilie. Donc il y a quelques résultats préliminaires qui sont sortis, et en fait on évalue à environ 15% de ces sujets les personnes qui ont suivi un traitement de type androcure, donc le premier, le CPA, et puis 14% qui ont suivi le deuxième type de traitement. 25% d'entre eux avaient eu par ailleurs un traitement dont on a parlé en tout premier, là, les antidépresseurs par inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Bon, mais du coup, il y a des avantages et des inconvénients à ces traitements anti-androgènes. Les avantages, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ça les a apaisés, que ça les aide, que ça leur permet par ailleurs d'être plus concentrés et plus ouverts à une thérapie pour évoluer sur leur pratique et si possible, soit ne plus souffrir de leur pratique, soit ne plus faire souffrir autrui, ou parfois les deux. Et puis, on sait par ailleurs que beaucoup de personnes qui commettent
des agressions sexuelles ont eux-mêmes été victimes d'agressions sexuelles. Donc du coup, on peut imaginer à quel point c'est important de suivre une thérapie basée sur le trauma pour pouvoir déconstruire ça et puis provoquer un vrai changement dans la vie de la personne. Parce que le but de tout ça, on le rappelle encore une fois, c'est de réduire la souffrance du sujet, mais aussi bien sûr d'éviter le risque de récidive. Un autre avantage, c'est tout simplement que, même si on comprend pas forcément tous les mécanismes en jeu, il y a une certaine efficacité qui a été démontrée, et puis on verra donc les résultats de cette étude sur 343 sujets, mais ils viendront peut-être confirmer ou infirmer cette efficacité prétendue des traitements anti-androgènes sur la récidive et sur la souffrance des personnes. Mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Tout d'abord, on se doute bien que c'est plutôt bien vu pour une personne qui est en procédure pénale d'accepter un traitement anti-androgène. Donc il peut y avoir un intérêt un peu biaisé à prendre ce traitement qui est plutôt stratégique. Bon, bien sûr, il y a des questions éthiques aussi assez fondamentales parce que le droit à la sexualité c'est quelque chose d'important, le droit à l'épanouissement personnel aussi, et en annihilant la libido de la personne, peut-être qu'on met à l'abri certaines personnes, mais ça pose aussi la question du développement du sujet en question. Par ailleurs, on l'a dit, il y a beaucoup de contre-indications, donc il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas prendre ces médicaments. Il y a les effets secondaires aussi, qui créent des soucis de santé qui doivent être pris en charge par la société, et puis bien sûr qui impactent la personne premièrement concernée. Et puis bon, du coup, ces traitements, ils ont pour but d'agir là-haut dans le cerveau, donc sur les pensées, les fantasmes, etc. Et puis d'agir aussi en bas, en réduisant la capacité à avoir une érection. Mais du coup, sur cette deuxième partie-là, on se demande un petit peu quel est l'impact, parce que l'on sait très bien que si l'envie là-haut existe de commettre une agression sexuelle, il n'y a pas forcément besoin du tout même d'avoir une érection pour la commettre. Et puis bon, on en a parlé aussi, mais un gros inconvénient de ce traitement, c'est qu'une fois qu'on l'arrête, il n'y a pas vraiment d'effet sur le long terme. C'est complètement réversible. Donc il faut vraiment compter sur le fait que ça a laissé une période de temps à la personne pour réfléchir aux changements qu'elle voulait effectuer dans sa vie, pour effectuer une thérapie, etc. etc. Bon, et un des problèmes aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est basé sur le volontariat du patient, mais on peut imaginer que sous un gouvernement différent, ça pourrait devenir obligatoire, et du coup le comité d'éthique qui serait toujours en train de plancher sur la PMA pour toutes n'aurait pas le temps de se pencher sur la question et de savoir si c'est bien éthique de faire ça. Si ça vous intéresse de creuser le sujet, je vais laisser les liens des études sur lesquelles je me suis appuyée dans les descriptions, et à bientôt!